le prix des pâtes, les Français ont vu en moyenne le prix des pâtes augmenter de plus 15%. Et c'est une augmentation qui n'est pas vraiment due à la guerre en Ukraine, comme certains pourraient le penser, mais largement due au dérèglement climatique et aux pics de chaleur qui ont eu lieu donc en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, aux inondations qui ont eu lieu en Europe. Alors, donc, c'est un sujet qui semble pris au sérieux par le gouvernement, par Emmanuel Macron. Donc, on a eu la nomination d'Elisabeth Borne comme première ministre et elle a été ministre de la Transition écologique. Donc, connaît le sujet. L'écologie est définie comme une de ses principales priorités. Et pour la première fois, elle va être accompagnée, donc j'ai appris ça hier, qu'elle va être accompagnée par un secrétariat général de la planification écologique qui lui reportera directement. Donc, selon Elisabeth Borne, tous les ministres seront impactés par la planification économique, ce qui est plutôt, je pense, pour Gaël Giraud, ce sera une bonne nouvelle. Donc, en effet, la transition écologique demande un investissement massif. Comment investir? Dans quel secteur investir? Lesquels en priorité? Comment répartir le coût entre le public et le privé? C'est un sujet sur lequel Gaël Giraud et ses équipes se sont penchés. Donc, avant de commencer l'événement, juste quelques mots sur Gaël Giraud. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Donc, Gaël Giraud est directeur de recherche au CNRS. Il est aussi directeur du programme de justice environnementale à Georgetown University aux États-Unis. Il est diplômé de l'ENS Ulm et de l'ENSAE en 1992, suite à quoi il a fait une thèse en mathématiques appliquées à l'économie à Polytechnique et la Sorbonne. Donc, il a un parcours un petit peu atypique parce qu'il commence à travailler en finance, en modélisation mathématique appliquée à la finance chez Calion. Il quitte la finance en 2003 pour devenir jésuite. Il deviendra prêtre en 2013. Il reçoit en 2009 le prix du meilleur jeune économiste de France. Ensuite, il est chef économiste à l'AFD de 2015 à 2019 et il rejoint Georgetown University en 2020. Il a travaillé sur ces sujets de l'économie appliquée à l'environnement depuis de nombreuses années parce que déjà dès 2007, il alertait sur la nécessité d'avoir un financement massif de la transition écologique. Voilà, donc juste petit agenda. Donc l'événement se déroulera en 2 temps avec une présentation de 40-45 minutes par Gaël Giraud sans interruption. Ensuite, nous aurons un temps d'échange de 40 à 45 minutes avec des questions que nous sélectionnerons, François et moi, en fonction des questions que vous allez poser sur le chat. Donc voilà, merci à tous pour votre écoute et vos questions. Je laisse la parole à Gaël Giraud. Merci beaucoup pour votre invitation. Vous m'entendez tous? Ça va? Oui. Voilà, je vais partager mon écran avec vous. Hop. Normalement, vous voyez mon écran. Et en principe, vous voyez désormais, hop, ici, voilà, en plein écran. Donc, merci pour l'invitation. Ce que je vous propose, c'est, oui, c'est juste pour la petite histoire, je suis également prof associé à une université en Afrique du Sud, à Stellenbosch University, qui est absolument le paradis sur Terre, si vous connaissez. Et je travaille plus directement dans le Sustainability Institute, qui est un endroit magnifique. Alors, je vais redire quelques mots sur la crise écologique, parce que je pense que ça vaut la peine de nous redire les uns aux autres de quoi il s'agit, très très brièvement. Vous savez que le GIEC, auquel Émilie a fait allusion il y a quelques instants, a pris pour habitude de modéliser sa vision du futur de manière prospective, et je pense que c'est juste, en utilisant des grands scénarios. Donc ici, vous avez un graphe qui est très connu, qui est ancien maintenant, 2013, qui a presque 10 ans, où vous avez ce qu'on appelle le RCP 8.5, ce qui était à l'époque, ou qui est toujours, dans une certaine mesure, le scénario le plus pessimiste du GIEC, qui nous emmène à quelque chose comme plus 4 degrés d'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète à la fin du siècle, et qui nous fait dépasser le plafond des plus 2 degrés dès 2050. Et puis le RCP 2.6, qui est le plus optimiste, qui nous emmène à moins de plus de degrés, plus 1,5 degré, disons, à la fin du siècle, qui est ici, en bleu. Alors aujourd'hui, le GIEC utilise d'autres types de scénarios qu'on appelle des SSP, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ici, vous avez des scénarios intermédiaires entre le 2.6 et le 8.5. Les chiffres 2.6, 8.5, les nombres ne correspondent pas aux températures, ça c'est juste pour piéger l'ennemi, mais c'est que vous ayez en tête ce type de scénario, parce qu'on va en reparler dans un instant.
Alors, il y a un travail que je voudrais rappeler sur lequel on a travaillé nous-mêmes et je vous montrerai nos propres résultats, qui a été publié dans Nature il y a 3 ans maintenant, qui a été fait par des climatologues à partir d'expérimentations cliniques très connues sur lesquelles il n'y a pas de mystère, qui est que, comme vous le savez tous, c'est beaucoup plus difficile de faire son jogging dans la jungle du Vietnam que dans la savane du Tchad, bien qu'il faille beaucoup plus chaud au Tchad. Pourquoi? Parce que dans la jungle, le taux d'humidité est très élevé et donc le corps n'arrive plus à transpirer. S'il ne peut pas transpirer, il ne peut pas se refroidir. Et il y a donc une frontière qui est ici de combinaison de température, ça c'est l'axe des abscisses, et d'ordonnées, c'est l'axe des ordonnées, d'humidité, c'est l'axe des ordonnées. Il y a une frontière ici, cette parabole, au-delà de laquelle la combinaison est mortelle lorsque vous y êtes exposé plus de 6 heures. Voilà. Et donc, par exemple, si vous êtes exposé à 40 degrés Celsius et que vous avez plus de, disons, 25% d'humidité, eh bien, si vous n'avez pas de moyen de prendre une douche, de vous refroidir par l'air conditionné ou que sais-je, vous mourrez au bout de 6 heures. Alors, la question que se sont posées ces climatologues, c'est quelle est la partie des terres émergées de la planète qui vont être exposées à plus de 20 jours par an de combinaisons létales de température et d'humidité. Et les simulations qu'ils ont faites avec les fameux RCP du GIEC sont les suivantes. Donc, le plus pessimiste, le RCP 8.5, induirait que 50% des terres émergées de la planète seraient soumises à la fin du siècle à plus de 20 jours par an de conditions létales de température et d'humidité. Si on regarde le RCP 4.5, qui est un scénario intermédiaire, qui en fait, de mon point de vue, le plus vraisemblable aujourd'hui, on est à 35%. 35%, c'est déjà beaucoup. Alors, quelle serait la part de la population humaine qui serait concernée? Là, c'est la vignette de droite. Si on fait l'hypothèse héroïque que la population ne va pas bouger, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais admettons, eh bien, sur le RCP 8.5, et d'après cette simulation, à la fin du siècle, on a 75%, donc les 3/4 de la population, qui sont soumis à plus de 20 jours par an de conditions létales d'humidité et de température. Où cela aura-t-il lieu? Alors ici, vous regardez le RCP 8.5 en bas. J'essaie de vous l'agrandir, mais je ne peux pas le faire ici avec Teams, peu importe. Donc, vous voyez bien le code couleur, c'est le nombre de jours par an où les personnes seront exposées à des conditions létales de température et d'humidité. Donc, si vous êtes jaune, ça veut dire presque un jour sur 3. Si vous êtes rouge, brun, presque tous les jours. Donc, vous voyez que la totalité du bassin d'Amazonie est condamnée, l'Amérique centrale, la totalité du bassin du Congo, le golfe de Guinée, une bonne partie du littoral indien et toute l'Asie du Sud-Est. De manière très intéressante également, vous voyez que la côte sud-est des États-Unis n'est pas épargnée, un jour sur 3, et la côte est de la Chine n'est pas épargnée, un jour sur 3 également, ce qui veut dire évidemment des migrations colossales. Alors je vous montrerai ce qu'on a trouvé nous, c'est un tout petit peu différent, mais ça va malheureusement tout de même dans le même sens. Alors s'il n'y avait que ça, les choses seraient simples, je vais très vite et on pourra revenir sur les détails. Vous avez vu évidemment, parce que je sais que vous avez tous regardé, que l'Europe n'est pas concernée, puisqu'il ne fait pas assez humide chez nous. En revanche, si on regarde un autre critère qui est le stress hydrique, donc le manque d'accès à l'eau douce, alors l'Europe est concernée, la France est concernée, avec une perte possible de 20 à 40% de l'accès à l'eau douce, non pas à la fin du siècle, mais en 2040. Ça, c'est les travaux du WRI, qui est un remarquable think tank américain à Washington, dédié aux ressources naturelles. Je ne vais pas plus en détail, on pourra revenir sur cette carte si ça vous intéresse. Mais vous voyez que du coup, on n'a pas du tout la même carte. Hein. Évidemment, l'Amazonie est complètement épargnée parce qu'elle a beaucoup d'eau, le Congo aussi. En revanche, l'Indonésie est également concernée. Donc l'Indonésie va avoir une espèce de double peine. Elle a à la fois des conditions létales de température et d'humidité et un manque d'accès à l'eau douce. Alors, il y a un troisième problème qui est, il y a quelqu'un qui vient de mettre son micro, et il y a un troisième problème qui est la raréfaction progressive des minerais. Donc ça, c'est des graphes tirés d'un article que j'ai publié avec un ami géophysicien, Olivier Vidal, à Grenoble. Ici, si vous regardez la vignette bas gauche, vous voyez les courbes exponentielles d'extraction de cuivre, de zinc et d'aluminium. Les choses sérieuses commencent après 1945, à peu près pour tout d'ailleurs. Et si vous montrez ça à un géophysicien, il vous dira évidemment, il est impossible d'espérer sur ces croissances exponentielles dans les décennies qui viennent. Et donc, ce qu'on a montré, nous, avec Olivier, dans nos papiers de 2017-2019, c'est que, selon toute vraisemblance, on devrait avoir un pic d'extraction du cuivre au niveau mondial en 2060, autour de 2060. Ce qui veut dire que
Il y aura encore du cuivre, mais on ne pourra plus augmenter la quantité de cuivre qu'on pourra extraire du sous-sol, en gros, après 2060. Et si vous réfléchissez une seconde aux usages industriels du cuivre, vous voyez que c'est une information centrale et que nos industriels seraient bien inspirés aujourd'hui de réfléchir à deux choses. La première, c'est recycler le cuivre de manière massive, et puis plus généralement tous les minerais. Et la seconde, c'est de trouver des substituts au cuivre dans leurs usages, dans ces usages industriels. Ce qui n'est pas tout à fait ce que nous faisons encore aujourd'hui. Une carte que vous connaissez sûrement si vous avez lu le bouquin sur la guerre des métaux. Celle-ci, elle vient de la Commission européenne. C'est évidemment la répartition très, très inégalitaire des minerais sur la planète. Le fait que l'Europe en est pauvre et que nous dépendons énormément de nos exportations de minerais. Et donc, d'ailleurs, si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé en Ukraine, sans doute, vous avez compris que ça n'est pas un hasard si la route de la soie chinoise passe par l'Ukraine, hein, celle qui relie Moscou à Istanbul, parce que l'Ukraine est à la fois un Eldorado agricole. Vous pouvez nourrir 600 millions de personnes avec l'agriculture ukrainienne, donc c'est presque la moitié de la population chinoise, donc ça devient intéressant même pour la Chine. Et l'Ukraine est également un Eldorado minier, en particulier pour l'uranium, mais pas que pour l'uranium. Et donc, ici, en tout cas, à Washington, il y a une présomption forte qui est qu'il y avait une espèce de deal, si vous voulez, entre la Chine et la Russie. La Russie faisant le sale travail d'envahir l'Ukraine et la Chine venant ensuite exploiter le pays. Alors, un autre point que je voudrais souligner, sur lequel on a commencé de travailler avec des chercheurs de la NASA, qui est également la question de la biomasse et donc de la food security, donc de la sécurité alimentaire en français. Ici, vous avez une carte qui a été établie par des chercheurs de la NASA, justement, avec lesquels on travaille, qui montre le déficit en consommation de biomasse par rapport à ce qui est produit localement. Donc, si vous êtes bleu profond, il n'y a pas de problème. Vous ne consommez pas plus que ce qui est produit localement. Si vous êtes en revanche brun ou noir, vous consommez plus de 4 fois ce qui est produit localement. Et donc, au milieu, vous êtes en déficit, mais par exemple, ici, si vous êtes vert clair, vous ne consommez que, entre guillemets, 60% de plus que ce qui est produit localement. Et donc, vous voyez qu'il y a des régions qui sont en déséquilibre très profond. Alors, la péninsule arabique, ce n'est pas une surprise, parce que c'est un désert, mais l'Inde est globalement très, très déséquilibrée, en particulier le nord de l'Inde, une bonne partie de l'Asie centrale, ce qui sera peut-être une surprise pour certains d'entre nous, la Chine, bien évidemment, la Corée du Sud, le Japon, en particulier l'île de Kyushu, et l'île de Java en Indonésie. Vous voyez que, de nouveau, l'Indonésie est un pays martyr pour les années qui viennent. Alors, je souligne ça parce qu'évidemment, aujourd'hui, ces pays se fournissent grâce au commerce international de l'agriculture, mais nous allons faire l'expérience dès cet été que la guerre en Ukraine va interrompre un certain nombre de flux commerciaux agricoles, en particulier ceux qui viennent d'Ukraine et de Russie, et que ça va inévitablement provoquer des famines et au moins certainement des troubles, en particulier dans les pays du Maghreb, qui dépendent fortement de leurs importations agricoles ukrainiennes et russes. Et donc, il y a une fragilité du commerce international agricole qui fait qu'une carte comme celle-ci devient indicatrice d'une très, très grande dépendance et donc d'une très grande vulnérabilité des pays qui sont concernés. Et vous voyez que, évidemment, cette vulnérabilité va être aggravée par le fait que, en gros, disons, à plus 3 degrés de réchauffement au niveau mondial, la fertilité des sols promet de décliner très, très rapidement et donc de rendre la résolution de l'équation qui permettra à tout le monde d'avoir à manger de plus en plus compliquée. Voilà, je n'ai pas tellement le temps de rentrer davantage dans le détail, puisque vous m'avez donné 45 minutes. Je vais passer directement à la question du coût et de son financement. Alors, la question du coût, ça c'est un travail, cette carte qui a été faite par les amis Alain Grandjean et Jean-Marc Janco du Shift Project et de Carbone 4. Donc ça, c'est l'exposition d'un pays, à partir d'un certain nombre de critères, évidemment, quantifiés, aux événements climatiques extrêmes. Donc vous voyez que là, ce n'est pas du tout la même chose que les pics de chaleur et d'humidité, puisque cette fois-ci, c'est essentiellement l'Asie, avec Madagascar, et de nouveau l'Indonésie, regardez, qui est de nouveau concernée, mais surtout l'Inde, le Bangladesh évidemment, le Myanmar, le Pakistan, l'Afghanistan et l'Iran. Et ici, les événements climatiques extrêmes, c'est les tempêtes, les inondations, les typhons, mais aussi les inondations et les sécheresses. Et puis le Japon, c'est évidemment les typhons. Et donc, vous voyez que suivant le critère que vous utilisez pour modéliser l'impact du réchauffement climatique, vous n'obtenez pas
la liste des usual suspects auxquels nous sommes habitués. Et donc, le point de vue que vous adoptez pour mesurer l'impact du dérèglement climatique importe énormément pour l'intelligence, au moins géopolitique, que vous allez avoir de ce qui va arriver. Alors ici, vous avez une mesure pour 2016, c'est déjà ancien, ça a 6 ans maintenant, grâce à Munich Re, du coût des événements climatiques qui, pour une partie d'entre eux, n'étaient pas assurés. Donc 30% de ce coût-là n'a pas été assuré en 2016. Et vous vous souvenez certainement de la déclaration du patron de l'AXA il y a quelques années, qui a dit un monde à 4 degrés, à plus 4 degrés, est un monde non assurable. Donc, ça dit quelque chose de la difficulté que nous allons rencontrer dans les années qui viennent. Hein. Le système financier, n'en déplaise à HSBC, va être très impacté par le réchauffement climatique, mais les compagnies d'assurance également. Oui, Émilie, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Non, j'entendais les bruits. Ouais, Okay. j'avais un webinaire, mais je vais arrêter. Je vais muter la personne, oui. Ah, très bien. Alors, la difficulté, à mon avis, c'est que nous autres économistes, nous sommes à la peine pour mesurer et quantifier cet impact. Alors ici, je vous donne 3 exemples de fonctions de dommages, c'est-à-dire des fonctions qui relient l'augmentation de la température, que vous avez en abscisse ici, avec le coût sur le PIB mondial de ce réchauffement. Donc, vous avez la fonction de Bill-Nordhaus, qui est ici en bleu, qui a eu le prix Nobel, qui vous raconte que plus 6 degrés d'augmentation de la température moyenne à la surface du globe à la fin du siècle, ça fait moins 10% du PIB mondial, réel. Ce qui est évidemment une plaisanterie. Aucun climatologue ne peut y croire, et la plupart d'entre eux tombent de leur chaise lorsqu'on leur raconte ça. Vous avez ensuite la fonction de dommage de Weizmann, qui est malheureusement décédé, qui est nettement plus réaliste, qui vous dit plus 6 degrés, c'est moins 50% du PIB mondial. Et puis vous avez la fonction de Dietz et Stern. Stern, c'est Nicolas Stern, Lord Stern, l'ancien chef économiste de la Banque mondiale, qui vous dit plus 6 degrés à la fin du siècle, c'est moins 90% du PIB. Malheureusement, jusqu'à plus de degrés, toutes ces fonctions de dommage coïncident. Et donc, tant que nous serons en dessous des plus de degrés, on ne pourra pas savoir qui avait raison. Et quand on sera au-dessus de plus de degrés, ce sera un peu trop tard. Donc, nos économistes ne nous aident pas tellement à prendre la mesure de la gravité du problème. Puis il y a une deuxième difficulté qui est que, en réalité, ces fonctions de dommage sont un peu des boîtes noires. Aucun de ces 3 économistes n'explique vraiment comment ils les calculent. Et pour avoir commencé à travailler sur ces questions, à la fois avec mon équipe ici à Georgetown et avec les amis Alain Grandjean et Jean Co du Shift, je peux vous dire que c'est une opération assez compliquée d'essayer de mesurer l'impact du dérèglement climatique. Alors, j'ai publié un papier avec 2 collègues de l'AFD, l'Agence française de développement, lorsque j'ai travaillé comme chef économiste, Marie-Noëlle Wallaise et Antoine Godin, où on a fait une espèce d'expérience de pensée sur l'une des fonctions de dommage, qui n'est aucune des 3 que je viens de vous présenter, une autre encore, une 4e, qui a été construite par l'équipe de Burke à Stanford. Et donc ça, c'est une fonction strictement statistique. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais ce qu'on a regardé, c'est l'impact d'après cette fonction, non pas d'un réchauffement, mais d'un refroidissement de moins 4 degrés Celsius. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris moins 4 ? D'abord parce que très vraisemblablement, on va se prendre plus 4 à la fin du siècle. Et la fonction de dommage de Burke est symétrique. Donc elle vous raconte la même chose qu'on aille vers le refroidissement ou qu'on aille vers le réchauffement. Et puis deuxièmement, moins 4 degrés, c'est exactement la température qui nous sépare de la dernière glaciation il y a 20 000 ans. Et donc on a une idée très précise de ce à quoi ressemblait la planète il y a 20 000 ans. Alors ici, vous avez une carte de la planète il y a 20 000 ans, et ça, c'est l'anomalie de température par rapport à aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on est à moins 4 degrés, moins 8, moins 10, au nord, disons, sur une bonne partie de l'Europe, sur une bonne partie des États-Unis. Et en vérité, toutes ces zones-là sont couvertes de glace à l'époque. Hein. Le sud de la France, c'est la toundra. Le nord de la France, c'est couvert par la glace. Voilà. Alors, vous imaginez bien que dans un monde comme celui-ci, le PIB mondial va souffrir. Eh bien, la fonction de dommage de Burke, voilà le graphe de cette fonction, peu importe, elle vous dit que le PIB mondial continue d'augmenter. Pourquoi ? Parce que les pays tropicaux s'en sortent tellement bien que l'explosion du PIB des pays tropicaux compense l'effondrement du PIB des pays du Nord. Et évidemment, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'économistes qui arrivent à y croire, même les économistes néoclassiques. Et donc, ça vous dit quelque chose de la fragilité de nos fonctions de dommage. Parce que comme elles sont symétriques, si elles nous disent un peu n'importe quoi du côté du refroidissement, on peut malheureusement présumer qu'elles nous disent également un peu n'importe quoi du côté du réchauffement. Alors, toujours sur la question du financement, et avant que j'aborde
le rapport 2% pour 2 degrés. Je vous signale cet excellent livre de Alain Grandjean et Julien Lefournier que j'ai préfacé. Alain Grandjean, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter. Julien, c'est un ancien trader de green bonds, d'obligations vertes. Ils ont fait un livre un peu au vitriol pour dire, écoutez, la finance verte, au moins jusqu'à présent, c'est quand même essentiellement du greenwashing, malheureusement. Les arguments essentiels, tels que moi j'aurais envie de les résumer, c'est la question de l'additionnalité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets qui sont financés aujourd'hui avec des obliques vertes qu'on aurait financés de toutes les manières, même avec des obliques brunes. Donc il n'y a pas d'additionnalité en vérité, malheureusement. Et puis deuxièmement, et ça c'est un argument propre à Julien, dans la mesure où la prime de risque des obligations vertes en général est exactement la même que celle des obligations brunes, ça signale bien que en réalité, en moyenne, les projets qui sont financés ont exactement la même dangerosité, la même riskiness que les autres, et donc en réalité ne sont pas plus verts que les autres. Donc là, il y a un vrai sujet. Pour l'instant, et moi je suis assez d'accord avec eux, la finance verte ne remplit pas ses promesses. Très rapidement, vous avez sûrement repéré que l'évolution du financement, par exemple en France, de la protection de la biodiversité stagne. Donc ici, vous avez le financement public en France à partir de 2000. Vous voyez qu'il augmente jusqu'à 2012. À partir de 2012, il stagne, voire il baisse même. Et ça ne s'est pas amélioré depuis 2017, malheureusement. Et là, vous avez, disons, la part du budget public français en 2018 qui est favorable au moins une fois, ce qui est déjà très gentil, défavorable au moins une fois, voire défavorable sans être favorable par ailleurs. Donc, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire pour que notre financement soit compatible avec nos engagements pris à l'accord de Paris en 2015. Alors, un dernier mot, et j'arrive enfin aux 2% qui sont là, c'est un rapport qu'on avait publié l'an dernier, pas celui de cette année, pour l'Institut Rousseau, dont je suis le président, sur le bilan des 11 premières banques de la zone euro. Alors, je vous signale ça parce que je pense que je reste convaincu aujourd'hui que c'est ça le nerf de la guerre. C'est-à-dire que mon expérience, et ça m'intéresserait d'avoir votre écho à vous, c'est, en tout cas en France, la haute fonction publique, c'est vrai, jusqu'à il y a encore quelques années, pour une partie d'entre elles, n'est pas très, très éveillée sur ces questions climatiques, en particulier sur les questions minières. Aujourd'hui, elle l'est, globalement, mais elle se sent extrêmement impuissante et elle attend, au fond, que le secteur privé lui montre le chemin à suivre. Du côté du secteur privé, je rencontre quand même beaucoup d'industriels qui ont tout à fait compris que la transition écologique, c'est le business de demain, sinon déjà celui d'aujourd'hui. Ils sont en partie coincés par l'absence de réglementation internationale sur ce qui est vert, ils sont coincés par l'absence d'une vraie taxe carbone, mais surtout, ils nous disent, en tout cas moi, ils me disent, ce qui m'embête surtout et ce qui m'empêche d'avancer, c'est un actionnariat qui me dit, mais si vous vous verdissez, vous allez baisser le rendement sur action. Si vous baissez votre rendement sur action, premièrement, on va virer le PDG, ce qui est déjà arrivé, qu'ont fait Isabelle Kocher et Emmanuel Faber. Et puis, deuxièmement, on va simplement vendre votre action et aller voir ailleurs. Voilà. Et donc, il y a quand même beaucoup de capitaines d'industrie, je crois, qui sont sincères et qui me disent, moi, je suis bloqué par mon actionnariat et par les exigences de rendement sur action qui sont juste pas compatibles avec la transition. Bon, qui, de toutes les manières, de mon point de vue, ne sont même pas compatibles avec le peu de croissance dont on dispose aujourd'hui. Je ne vois pas très bien comment vous pouvez délivrer du 10% par an quand vous êtes dans une économie qui n'a pas de croissance, sinon en prenant des risques insensés et en pratiquant des artifices comme, par exemple, vous endetter de la main gauche pour financer vos dividendes de la main droite, ce qui est un non-sens du point de vue du business model des entreprises qui font ça aujourd'hui. Alors, là où ça coince, à mon avis, dans mon expérience à moi, c'est du côté bancaire. Pourquoi ? Parce que beaucoup de nos banques, et on peut leur en faire grief, mais on peut aussi admettre que c'est le reflet de nos propres choix de société, beaucoup de nos banques ont énormément d'actifs fossiles dans leur bilan. Alors, ce qu'on est allé regarder avec l'Institut Rousseau, c'est les 11 premières banques de la zone euro l'an dernier. Parmi elles, évidemment, les 4 premières banques françaises, BNP, Société Générale, BPCE et Crédit Agricole. Et on a trouvé qu'en moyenne, on a trouvé que le total des actifs fossiles, c'est-à-dire les actifs qui sont directement liés aux 3 hydrocarbures fossiles, charbon, pétrole, gaz, représente 530 milliards d'euros au niveau de la zone euro. Et en moyenne, ils représentent 95% de l'equity, du core tier 1, pour être précis, de ces banques. Et donc, vous savez bien qu'une banque qui perd 95% de ses fonds propres, elle est en faillite, ça c'est évident.
Autrement dit, nos banques, qui savent faire ce genre de calcul, évidemment, savent depuis un petit moment déjà que si nous étions très sérieux en termes de transition énergétique et écologique, et si nous décidions demain matin que ces 3 hydrocarbures fossiles sont des actifs échoués, les stranded assets en anglais, eh bien, elles seraient en faillite. Et donc, elles sont condamnées, pour l'instant en tout cas, à faire du greenwashing et à être debout sur le frein à main pour éviter tout simplement la disparition de leur business. Voilà. On en a discuté, j'en ai discuté avec un certain nombre des patrons de ces banques. Bon, ceux qui sont les plus honnêtes, off the record, évidemment, hors micro, reconnaissent que c'est vrai et que c'est un problème majeur, dont malheureusement on ne discute pas dans le public. Si ça vous intéresse, on pourra réfléchir ensemble aux solutions que j'ai proposées l'an dernier. Alors, j'en viens enfin aux 2% pour 2 degrés. Cette année, on s'est dit, bon, effectivement, il y a un vrai sujet qui est le blocage de la sphère financière pour le financement, mais au fond, la sphère publique devrait elle aussi pouvoir contribuer au financement, parce que, pour vous livrer le fond de ma pensée, je continue de penser que, disons, les cris d'orfraie que nous poussons encore aujourd'hui sur la dette publique française sont très très mal situés. En vérité, ce n'est pas le problème majeur pour la zone euro et pas pour l'économie française. Le problème majeur, c'est la dette privée, qui est beaucoup plus importante, et non pas la dette publique. Donc le public doit pouvoir participer à la transition et à son financement. Alors, l'exercice qu'on a fait, c'est d'essayer de regarder combien coûterait un vrai plan de transition énergétique. Donc, on s'est concentré uniquement sur l'énergie. On n'a pas regardé, par exemple, les questions de biodiversité, de manière à viser la neutralité carbone nette en 2050. Alors, la neutralité carbone nette en 2050, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on émettra 0 tonnes de CO2 équivalent en 2050. Ça veut dire que le résidu de ce qu'on émettra encore en 2050 sera compensé et absorbé par exemple, des puits de capture du carbone. Et dans le scénario qu'on a regardé, nous, c'est essentiellement de la forêt, puisqu'en France, j'allais presque dire, on a la chance d'avoir très peu de sous-sol disponible pour essayer de capturer du carbone et de l'enfouir sous terre. Autrement dit, aujourd'hui, nous émettons en moyenne 435 mégatonnes de CO2 par an, CO2 équivalent. Et dans nos calculs à nous, on arrive à 2050 autour de 58 ou 50 mégatonnes par an. Et les 50 restants sont absorbés par un surcroît de forêt. Encore faut-il entretenir nos forêts, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Comment sont réparties ces émissions aujourd'hui? 31% pour le transport, ce qui ne vous étonnera pas, et essentiellement la voiture thermique. Surprise en revanche, le deuxième poste, ça n'est pas le bâtiment, contrairement à ce que j'ai cru pendant plusieurs années. Ça n'est plus le bâtiment, disons. Maintenant, c'est l'industrie et l'agriculture à 19%, puis le bâtiment à 17%, puis ensuite uniquement l'énergie, la production d'énergie et les déchets à respectivement 10 et 4%. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est comment, secteur par secteur, décarboner et combien ça va coûter. Alors, pour faire ça, on a regardé un certain nombre de leviers de décarbonation. Là, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail, mais on pourra le faire si vous voulez, si ça vous intéresse. Il y a à la fois des leviers pour chacun des secteurs, transport, industrie, agriculture, bâtiment, production d'énergie, déchets, puits de carbone. Et là-dessus, je signale juste un point tout de suite, c'est qu'on a séparé la production d'énergie de l'industrie. Et donc, vous allez voir dans les chiffres dans un instant, finalement, on trouve que l'industrie, ça coûte relativement peu cher à décarboner. Premièrement, parce qu'on ne la décarbone pas complètement. C'est l'un des secteurs pour lesquels on n'arrive pas à décarboner à 100%, donc pour lesquels il y a un résidu. Donc c'est l'industrie majoritairement qui contribue aux 58 mégatonnes restantes en 2050. Et puis deuxièmement, nous tous, moi le premier, quand on pense à l'industrie, on pense aussi à la production d'énergie qui intervient dans l'industrie, et ça on a séparé. On a séparé de l'industrie pour pouvoir vraiment comprendre quelle est la contribution du secteur production énergétique à la fois aux émissions de carbone et au coût de la transition énergétique. Et de fait, c'est le secteur production d'énergie qui coûte très cher, davantage que le secteur industrie, en fait, paradoxalement. Alors, pour faire cet exercice, évidemment, on a dû regarder un scénario tendanciel, une espèce de scénario de business as usual, dans lequel on a simplement prolongé la tendance de manière à peu près linéaire entre aujourd'hui et 2050, des investissements à la fois publics et privés, une partie d'entre eux étant des investissements verts, d'ailleurs, qui sont utiles en tout cas pour la transition énergétique, sans supposer qu'il y ait de grandes bifurcations d'ici 2050. Et dans ce scénario-là, en moyenne, on investit 125 milliards d'euros par an, à la fois public et privé. Dans notre scénario de décarbonation, qui permet d'obtenir ce que j'ai raconté, on obtient un coût total de 182 milliards par an. Et donc, il y a un surcoût
d'investissements supplémentaires de 57 milliards. Alors, première remarque, il ne s'agit que d'investissements en infra. Et donc, vous voyez que ça n'est que du coût de CAPEX. Il n'y a pas d'OPEX là-dedans. Les coûts d'opération ne sont pas pris en compte. Pourquoi? Parce que d'abord, on n'a pas eu le temps. Et ensuite, parce qu'il y a énormément de débats techniques sur l'éventuel renchérissement des coûts d'opération dans un certain nombre de secteurs industriels décarbonés, avec des arguments qui vont dans le sens de « en réalité, ça coûtera moins cher », et d'autres qui vont dans le sens de « en réalité, ça coûtera plus cher ». Donc, comme on ne se sentait pas mieux là-dessus, on s'est concentré uniquement sur les questions d'investissement. Deuxième remarque, et j'aurais dû le faire tout à l'heure déjà ici, on n'a pas pris en compte, et c'est évidemment, et c'est volontaire, parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas pris en compte les émissions importées. Donc là, on s'occupe uniquement des émissions produites sur le territoire français. Mais vous savez bien que quand on passe des émissions produites sur le territoire français aux émissions importées, on augmente en gros de 4 tonnes de CO2 équivalent la production par un individu sur une année. On passe de 6,7 à 10,11. Donc c'est tout à fait significatif. Donc en fait, évidemment, ce scénario-là que je vous décris n'aura de sens en 2050 que si tout le monde en fait autant. Si nous sommes les seuls à le faire, bon, nous aurons un peu réduit nos propres émissions, mais pas complètement, puisqu'il y aura encore beaucoup d'émissions implicites, d'émissions grises dans nos importations. Alors, voilà, donc la grande question, si vous voulez, c'est 57 milliards par an. Le surcoût, c'est ça qui fait à peu près 2% du PIB à la louche. Et la question, c'est est-ce qu'on peut le financer? Et la réponse qu'on propose, nous, c'est oui. J'y reviendrai dans un instant. Alors, où se répartissent et comment se répartissent ces investissements? L'investissement total est 182 milliards, donc en tenant compte à la fois des 125 du business as usual plus les 57 de surcoût. 182 milliards se répartissent essentiellement en transport et bâtiment. Ça fait 60% du coût total. Vous voyez, 66 pour le transport, 40 milliards pour le bâtiment, et tout le reste. Et là, en premier, dans tout le reste, il y a l'énergie dont je vous parlais tout à l'heure, la production énergétique, 30 milliards, alors qu'il n'y a que 2,4 milliards pour l'industrie. Mais si vous avez entendu ce que je vous ai dit il y a 5 minutes, c'est normal, vu la manière dont nous avons partitionné les secteurs industriels français. Alors, pourquoi est-ce que transport et bâtiment prennent la part du lion? Essentiellement parce que ce sont des dépenses massifiées. Vous voyez, si vous pensez à la fois à la production d'énergie et à l'industrie, en fait, vous avez un certain nombre de sites industriels qu'il faut décarboner, mais c'est un petit nombre. Et donc, même si l'unité du site industriel est très chère à décarboner, en fait, vous avez peu d'unités. En revanche, quand vous regardez le transport, même si une voiture, individuellement, ça ne coûte pas très cher, lorsqu'il s'agit de remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques, il y a quand même, au bas mot, 40 millions de voitures à remplacer. Et le bâtiment, c'est la même chose. Donc, vous voyez que la part ici, ce n'est pas une part relative, ce n'est pas un coût à l'unité, c'est le coût global. Et évidemment, comme c'est des coûts massifiés, ce sont ces coûts-là qui l'emportent. Je vous signale quand même aussi l'agriculture. Moi, j'ai été relativement surpris de constater que finalement, l'agriculture, ça coûte cher à décarboner. Et l'agriculture est le deuxième poste avec l'énergie que nous n'avons pas réussi à décarboner complètement. Nous avons eu énormément de débats là-dessus, je vous le signale tout de suite. Pourquoi? Parce que si on voulait vraiment aller plus loin dans la décarbonation, il faudrait quasiment arrêter l'élevage bovin, ce qui supposerait de renoncer complètement à une alimentation carnée. Alors, moi, à titre personnel, je suis végétarien, mais après beaucoup de débats entre nous, et pour éviter que ça ne redevienne une nouvelle affaire de Dreyfus, nous nous sommes dit que nous n'allions pas imposer aux Français de devenir tous végétariens d'ici 2030. Et donc, on a continué, avec beaucoup de complaisance, à autoriser tout le monde à manger un peu de viande d'ici 2050. Et c'est un débat qu'on pourra avoir si ça vous intéresse. Alors, si on regarde le surcoût maintenant, pas le coût global, mais le surcoût. Donc, le surcoût, cette fois-ci, on a le bâtiment maintenant qui arrive en tête et l'énergie qui arrive en deuxième. Les transports sont relégués tout à la fin. Pourquoi? Parce que le coût global est très élevé, mais passer d'une voiture thermique à une voiture électrique, c'est pas si cher à l'unité. Et donc, globalement, le surcoût global induit par la décarbonation est faible pour le transport. En revanche, il est élevé pour le bâtiment parce que transformer un certain nombre de nos passoires thermiques en bâtiments, disons, à énergie positive, ça coûte cher. Et c'est un travail qu'on avait fait pour ceux qui sont, je crois que certains d'entre vous, là, dans l'assistance, y avaient participé. On avait commencé ce travail avec Michel Lepetit, Jean-Marc Janco et Alain Grandjean en 2013. Et c'est ça, en fait, que nous avions présenté au secrétaire général adjoint de l'Élysée à l'époque, Emmanuel Macron, en 2014, avec un plan, disons, de rénovation thermique de l'ensemble des bâtiments publics français,
que nous avions discuté, sur lesquels on s'était coordonné avec les entreprises du BTP françaises. J'ai bientôt terminé, comme ça on va pouvoir passer au Q&A. Quelques comparaisons du surcoût public. Alors, oui, je ne vous l'ai pas dit, mais donc dans le surinvestissement des 57 milliards que vous voyez ici, il y en a en gros 36 dans le scénario que nous avons construit qui incombe au secteur public et il y en a donc 19 qui incombent au secteur privé. Et donc, on s'est dit, mais alors ces 36 milliards pour le secteur public, ça correspond à quoi? C'est du même ordre de grandeur que le remboursement des intérêts de la dette publique annuelle en 2022, 38 milliards. Vous voyez que notre scénario de transition, il revient à dire, au fond, premièrement, si au lieu de se financer sur les marchés financiers, nous nous financions auprès de la Banque de France, comme nous le faisions gentiment jusqu'au début des années 70, eh bien, avec l'argent que nous payons aujourd'hui au marché financier, nous pourrions utiliser cet argent pour financer la part publique du surcoût d'investissement en CAPEX pour la transition énergétique en France jusqu'en 2050. 36 milliards, c'est moins que le total des dividendes versés aux actionnaires en France en 2019, 49 milliards. 36 milliards, c'est la moitié du coût public de la gestion de la crise sanitaire en 2020, 70 milliards. 36 milliards, c'est moins de la moitié du budget annuel alloué à l'éducation nationale hors enseignement supérieur, 77 milliards. 36 milliards, c'est un tiers, probablement, un peu plus, de la fraude fiscale annuelle française estimée, qui est entre 80 et 100 milliards. Et c'est moins d'un tiers des recettes annuelles de l'impôt sur le revenu. Enfin, un peu plus, 102 milliards. Vous voyez ? Voilà, pour vous donner des ordres de grandeur et voir de quoi on parle. Voilà, un tout petit peu les 2% sur les 2% sur 2 degrés. Je termine juste très rapidement en vous disant que ce sur quoi on travaille ici à Georgetown, c'est à la construction de modèles macroéconomiques non linéaires, je pourrais rentrer dans le détail si vous voulez, hors équilibre, couplés à un modèle climat. Et donc, je vais aller très très vite et vous passer tous ces détails techniques qui ne vous intéressent pas forcément, et je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est une simulation qu'on a faite en reprenant, si vous vous souvenez, la carte que je vous ai montrée au tout début, des pics de chaleur et d'humidité, le long du scénario le plus pessimiste chez nous. Et donc, de nouveau, le code couleur, c'est le même, c'est-à-dire jaune, c'est 1 jour sur 3, rouge profond, noir, ou brun, c'est quasiment tous les jours, et rouge, c'est 1 jour sur 2. Voilà. Et donc, on retrouve malheureusement le fait que toute l'Asie du Sud-Est est condamnée, l'Inde est condamnée, la péninsule arabique aussi. On est plus pessimiste que Mora que le papier que je vous avais montré sur la péninsule arabique. Évidemment, l'Amazonie est dans une situation catastrophique, l'Amérique centrale aussi. On confirme le fait que la côte sud-est des États-Unis va avoir de gros soucis, puisqu'elle aura 1 jour sur 3 de pic d'humidité et de chaleur. En revanche, nous sommes beaucoup plus optimistes sur le Congo. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que contrairement à l'Amazonie, il y a du monde qui vit autour du bassin du Congo, beaucoup de monde, et donc c'est très important. L'Afrique, comme vous le savez, va avoir une poussée démographique majeure, probablement plus 1 milliard d'habitants en 25 ans, en une génération, ce qu'aucun continent n'a jamais connu dans l'histoire de l'humanité. Et donc il y a un enjeu central à ce que nous ayons raison et à ce que l'équipe précédente que je vous ai décrite ait tort. Je ne vous dis pas que j'ai raison, je vous dis que si on a raison, c'est tant mieux pour l'Afrique et elle en aura bien besoin. Et puis, l'autre élément important, c'est que nous sommes beaucoup plus pessimistes sur la Chine. Vous voyez que, je vais vous le remontrer, enfin, vous vous en souvenez peut-être, la Chine était jaune chez Mora et chez nous, elle est en partie orange sur la partie sud-est. Et donc, ça va chauffer beaucoup plus que ce que pense Mora du côté chinois, avec évidemment des villes gigantesques, de plusieurs dizaines de millions d'habitants qui vont devoir probablement migrer parce qu'ils n'auront pas du tout les moyens d'avoir recours à l'air conditionné. Même chose sur l'Inde, nous sommes plus pessimistes que Mora sur l'Inde, aujourd'hui 1,3 milliard d'habitants, comme vous le savez, et qui ne se prépare absolument pas au réchauffement climatique. Voilà, je m'arrête ici pour qu'on puisse discuter entre nous. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Gaël Giraud. Donc, je vous invite à tous à envoyer vos questions sur le chat. Et effectivement, bravo, Gaël Giraud, pour la présentation. Alors,
La première question, je pense qu'on peut poser, donc c'est une question de Bernard par rapport à la sobriété. Donc c'est vrai Oui. qu'on parle beaucoup aujourd'hui de sobriété. Mhm. Donc sa question c'est, faut-il diminuer le nombre de véhicules? Mhm. Qu'en pensez-vous? Ah, alors la réponse, alors la question c'est vous dites faut-il, au nom de quoi, hein? Donc ça paraît être un impératif catégorique. La réponse c'est dans le scénario qu'on a étudié nous pour 2% pour 2 degrés, qui est un scénario, et je ne vous prétends pas que je ne suis pas Moïse, hein. Dans ce scénario-là, oui, on baisse le nombre de véhicules et on favorise le report modal sur le train. Moi, depuis que j'ai travaillé avec Alain Grandjean dans le comité des experts pour le débat national sur la transition énergétique en France en 2013, à l'initiative de la ministre de l'époque, Delphine Batteau, euh, depuis cette date, je regarde attentivement les différents scénarios qui existent, hein, Négawatt, Négatep, Ancre, ADEME, etc. Il n'y a aucun de ces scénarios qui réussit à tenir la promesse d'une réduction massive de la carbonation de notre économie sans une diminution drastique du parc automobile et donc un report sur le train. Et donc ça veut dire, mais je suis sûr que plusieurs d'entre vous m'ont déjà entendu le dire, ça veut dire qu'il faut réhabiliter l'extraordinaire réseau ferroviaire que nous avions en 1945, qui était beaucoup plus fin et maillé qu'il ne l'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même fait une espèce de tout TGV qui nous a obligés à fermer toute une série de petites gares de province, ce qui est une bêtise du point de vue de la transition. Donc il faut réouvrir ces gares, réhabiliter les lignes de chemin de fer et fournir une alternative à la voiture à énormément de Françaises et de Français. Et ça va favoriser idéalement la réduction du parc automobile. Ceci avec aussi un réaménagement du territoire en vue d'avoir des villes beaucoup plus denses, plus petites, innervées par du transport public, beaucoup plus de transport public que ce qu'on a aujourd'hui, de manière que la plupart des gens qui habitent au centre-ville n'aient pas besoin de voiture pour se déplacer. Mais là aussi, ça suppose des investissements colossaux. Si vous pensez juste à la couronne parisienne, il nous faut au moins 1 milliard pour le RER A, 1 milliard pour le RER B, que pour l'instant, la puissance publique n'arrive toujours pas à débourser. Voyez. Mais si on veut raisonnablement que davantage de franciliens utilisent la ligne A et la ligne B du RER, il y a pas mal d'investissements à faire. Oui, donc c'est un exemple, je vous donne cet exemple parce que je l'ai vécu moi-même. Je pense que mon espérance de vie a baissé pour avoir beaucoup pratiqué le RER A. Voilà. Donc, il y a un enjeu, et de mon point de vue, effectivement, il faut baisser considérablement le parc automobile et bien sûr, pour ce qui restera de voitures, passer à la voiture électrique, sinon à la voiture hydrogène. Voilà. Merci Gaël. Gaël, une question de Guillaume. Oui. L'énergie solaire est-elle la clé de ces tensions énergétiques? L'énergie solaire est une des clés, c'est pas la seule. On peut pas, je connais aucun scénario qui table sur une seule source d'énergie renouvelable. L'énergie solaire ne peut pas être la seule clé à cause du problème de l'intermittence, comme vous le savez bien, hein. Quand il y a des nuages, vous ne pouvez pas faire fonctionner votre panneau photovoltaïque. Il y a une autre difficulté qui est que pour l'instant, comme on n'a toujours pas industrialisé, on n'est toujours pas passé à l'échelle sur le voltaïque, photovoltaïque organique, les PV utilisent pas mal de minerais qu'on est obligé d'importer. Et donc, ça accentue notre dépendance aux minerais, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les prochaines décennies. Donc, du côté du solaire, si vous voulez, il faut absolument développer le photovoltaïque organique. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait le faire en France. Il y a un industriel français remarquable à Nantes qui s'appelle Hubert de Rodon qui sait le faire, qui cherchait, j'espère qu'entre-temps il a trouvé, des financements pour passer à l'échelle. Mais il faut évidemment utiliser les éoliennes, il faut évidemment utiliser les marées motrices, il faut évidemment utiliser les dams en anglais, comme on appelle ça en français. Bref, j'ai oublié le nom en français, mais vous voyez, l'eau, quoi. Les barrages. Les barrages, voilà, merci beaucoup. C'est la force de parler l'anglais. Voilà. Donc, le solaire, oui, mais pas que le solaire. Merci beaucoup, Gaël Giraud. Alors, petite question par rapport au nucléaire. Donc, question d'Agnès Delahaye. Donc, vous précisez que la France n'aura pas suffisamment d'eau. Est-ce compatible avec une trajectoire nucléaire? C'est une très bonne question. Je n'ai pas regardé ce point, mais vous avez tout à fait raison de la poser. Je ne sais pas si qui que ce soit l'a regardé, mais de fait, ça pose déjà un problème aujourd'hui, hein. Les sécheresses nous posent un problème d'alimentation en eau pour refroidir nos centrales. Et est-ce que les prévisions, en tout cas les prospectives de WRI sur le manque d'accès à l'eau en France vont avoir un impact sur le nucléaire? Pour l'instant, je ne peux pas vous répondre parce que c'est de l'eau douce dont il s'agit.
Est-ce qu'on est capable de refroidir nos centrales nucléaires avec de l'eau pas douce? C'est une question technique à laquelle je ne sais pas répondre, mais c'est une très très bonne question. Voilà. J'espère pouvoir. Il faudra qu'on regarde ça un de ces jours. J'ai pas eu le temps pour l'instant. Merci Gaël. Autre question de Delphine. Oui. Même si les investissements étaient faits, quid de la disponibilité en matières premières nécessaires à la réalisation de cette décarbonisation? C'est une très bonne question aussi. On est en train d'y travailler. Personne pour l'instant ne sait répondre à cette question, parce que pour répondre à cette question, il vous faut connaître véritablement le contenu matériel de la trajectoire. C'est-à-dire le nombre de tonnes de ciment, le nombre de tonnes de carbone, le nombre de tonnes de pétrole qu'il vous faut pour arriver jusqu'au bout. Je travaille là-dessus avec Olivier Vidal, celui dont je parlais tout à l'heure. Donc, on est en train de coupler un modèle macro qu'on a construit ici avec un modèle, disons, géophysique d'Olivier. Et j'espère pouvoir vous donner une réponse dans quelques mois. Encore faudra-t-il qu'ensuite on le calibre au niveau France. Pour l'instant, on le fait au niveau monde. Ce qui paradoxalement est un tout petit peu plus facile, c'est plus grosse maille. Et puis, il n'y a pas de problème d'exportation et d'importation, puisque pour l'instant, nous ne commerçons pas encore avec la planète Mars. Mais on va le faire un de ces jours. Disons, si vous me réinvitez dans un an, j'aurai une réponse à cette question. Voilà. Il est possible, malheureusement, qu'en plus, nous ayons des boulets d'étranglement liés à un certain nombre de minerais qui vont nous manquer. Au premier chef, le cuivre. Merci Gaël Giraud. Prochaine question. Donc, quelle est votre position sur la taxe carbone? Et si vous êtes pour, comment la construiriez-vous? Alors, moi, je suis très pour. Je ne connais aucun scénario non plus raisonnable dans lequel il n'y a pas une taxe carbone très significative. J'avais participé à la commission Stern-Stiglitz, dont je vous recommande la lecture du rapport, qui doit s'appeler High Panel for Carbon Pricing, Nicolas Stern et Joseph Stiglitz. Et donc là-dedans, on explique pourquoi il faut absolument donner un prix au carbone et renchérir l'usage des énergies fossiles. On ne peut pas faire autrement, sinon vous ne fournissez pas au secteur privé les incitations nécessaires pour qu'il abandonne les énergies fossiles. Alors après, une fois qu'on a dit ça, la deuxième question, c'est taxe carbone versus marché des droits à polluer. La réponse qu'on donne dans le rapport est très claire, même si on est poli, c'est évidemment taxe carbone. Les marchés des droits à polluer ne fonctionnent pas, ce n'est pas une surprise, ça fait plus de 20 ans qu'on essaye et ça ne marche pas, pour des tas de raisons, dans le détail desquels on peut rentrer, mais ça ne marche pas, et de mon point de vue, ça ne marchera pas, parce que même si enfin nous consentions à donner moins de droits à polluer initialement, donc moins de dotation initiale en droits à polluer, de manière que le prix du droit à polluer augmente, il n'empêche qu'aujourd'hui, on peut financiariser le prix du carbone sur ces marchés, c'est-à-dire qu'on peut créer des actifs dérivés sur la tonne d'émissions. Et à partir du moment où vous pouvez faire des actifs dérivés dessus, vous financiarisez le prix, et le prix de la tonne de carbone n'est plus le prix qui correspond à l'offre et à la demande de la tonne de carbone, mais le prix qui correspond à l'offre et à la demande de capitaux sur les marchés dérivés sur la tonne de carbone. Vous savez par exemple que le prix du pétrole n'est pas piloté par l'offre et la demande spot de pétrole, mais par les mouvements de capitaux sur les dérivés sur le pétrole, qui pèsent 30 fois plus lourd que le marché spot de pétrole. Par exemple, si vous vous en souvenez, en 2008, le prix de la tonne de pétrole avait fait $60, c'était pas la tonne, pardon, le baril, $60, puis on était monté à 140, puis on s'était effondré à 40, puis on était remonté à 80. Tout ça en 12 mois. Vous pensez bien que ce n'est pas l'offre et la demande réelle spot de pétrole qui ont fait les montagnes russes, parce que l'offre et la demande réelle de pétrole sont extrêmement stables. Donc elles avancent, mais elles montent, mais tout doucement. Je veux dire, les usages sont tellement massifs dans tous les sens que, en réalité, c'est les mouvements de capitaux des traders qui avaient vendu leurs actifs subprime dans la catastrophe, qui se retrouvaient longs de liquidité et qui ont acheté du pétrole, parce que vous savez qu'un trader, quand il est long en liquidité et qu'il panique, il achète trois choses, du pétrole, de l'or et du franc suisse. Ne me demandez pas pourquoi du franc suisse. Peut-être parce qu'il y a enfoui ses économies, je ne sais pas. Voilà. Et donc, à partir du moment où on peut financiariser le prix du carbone, il ne reflètera plus rien. Il reflètera, si vous voulez, les bulles spéculatives qu'il y a sur les marchés financiers. Donc, c'est une très mauvaise idée. Donc, deuxième aspect de la réponse, la taxe carbone, c'est mieux que le marché. Et en plus, la taxe, ça fait des revenus pour l'État, ce qui n'est pas une mauvaise chose, surtout en période de disette. Alors ensuite, combien? Alors, premièrement, il y a un débat ancien qui remonte à 2006 entre Nicolas Stern et Bill Nordhaus sur deux grands scénarios de taxes, puisqu'au fond, on ne peut même pas raisonner avec un niveau de taxe, il faut raisonner avec, disons, une trajectoire de niveau de taxe.
Est-ce que, donc vous avez deux options. L'option Nicolas Stern, c'est est-ce que vous augmentez très vite, hein, c'est la face nord de la guerre, vous mettez une taxe très élevée tout de suite, ça fait mal à tout le monde, et ensuite vous baissez progressivement, ou vous restez flat, une fois que tout le monde a compris que c'est sérieux et qu'il faut s'y mettre. Ou bien la version Bill and House, c'est vous êtes extrêmement complaisant pendant plusieurs années et vous repoussez à plus tard la face nord de la guerre. Nous, dans les scénarios qu'on fait ici, dans un papier qu'on va bientôt publier, la réponse est très claire, c'est la première option, qui est la seule viable. C'est-à-dire que la deuxième nous fait perdre tellement de temps que le surcoût ensuite d'avoir attendu avant de décarboner est tellement élevé qu'on a le choix entre souffrir aujourd'hui mais survivre ou ne pas survivre. Je caricature, hein, mais c'est ça que ça veut dire. Je pourrais entrer dans le détail si vous voulez, mais donc de notre point de vue, de mon point de vue en tout cas, il n'y a pas d'alternative. La seule option possible, c'est l'option externe, c'est-à-dire à un prix du carbone très élevé tout de suite. Alors, combien? La réponse est à peu près la même dans toutes les simulations un peu sérieuses, y compris celle du rapport Kinney que vous avez peut-être vu passer en 2018, auquel j'ai contribué également. C'est 300 $ ou 300 € plutôt, 300 € la tonne d'équivalent carbone en 2030. On en est très loin. Hein. Non seulement on en est très loin parce qu'on est très bas, on est à 40, et ensuite parce qu'il y a beaucoup d'exemptions dans la taxe française. Donc le périmètre de la taxe est troué d'exemptions d'entreprises qui ont réussi à obtenir de l'État de se voir épargner la tâche de payer leurs taxes, voilà, ce qui est évidemment une bêtise. Et donc il y a deux enjeux, c'est rehausser la taxe et ensuite enlever les trous, donc enlever les exemptions. Voilà. Mais la réponse est, disons, relativement claire pour tout le monde. On est à 300 € la tonne en 2030. C'est de cet ordre-là. Sinon, on n'arrive pas à fournir des incitations suffisantes. Alors après, comment on fait? C'est la dernière question. Puisque, évidemment, le coût social est massif, vous en doutez bien. De mon point de vue, si vous voulez, il y a deux aspects. Puisqu'au fond, ça revient à comment est-ce qu'on fait pour éviter les gilets jaunes. Il y a deux aspects. Il y a un premier aspect, quand même, globalement, de justice fiscale. C'est-à-dire, je continue de penser qu'en 2018, lorsque les gilets jaunes descendent dans les ronds-points, ils ne sont pas contents parce que le prix à la pompe augmente, mais il augmente aussi aujourd'hui, hein, mais ils ne sont aussi pas contents parce qu'on vient de supprimer l'impôt sur le capital, on vient de faire des cadeaux colossaux d'un point de vue fiscal aux plus favorisés d'entre nous, et on leur demande ensuite à eux de faire des efforts. Et donc je crois, en tout cas c'était manifeste dans les comptes rendus qui ont été faits des desiderata des gilets jaunes à l'époque, je crois qu'il y avait aussi un d'injustice fiscale majeure. Alors là-dessus, j'ai fait une proposition à l'Institut Rousseau, vers laquelle je ne peux que vous renvoyer, qui est l'impôt ABC. On n'a pas tout à fait le temps d'entrer dans le détail, mais si vous voulez, le constat qui est derrière, c'est qu'aujourd'hui, je pense, l'impôt sur le revenu en France est devenu illisible pour tout le monde. Si vous demandez à Bercy, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui travaillent à Bercy, que se passerait-il sur l'impôt sur le revenu si on fusionnait la 3e et la 4e tranche, par exemple? En fait, il nous faut 3 jours pour obtenir une réponse. Tellement c'est compliqué. Et si vous entamez cette discussion au café d'à côté, vous obtenez des réponses absolument folkloriques. Donc en fait, personne n'en a la moindre idée. Donc en réalité, on ne peut pas discuter d'une réforme de l'impôt en France, de l'impôt sur le revenu, parce qu'en fait, personne ne comprend vraiment comment il fonctionne. Alors pour avoir regardé, aujourd'hui, le taux effectif d'imposition sur le revenu en France, maximal, est de 21%. Donc Ingrid Betancourt, sur la totalité de ce qu'elle perçoit sur une année, elle en reverse au maximum, si elle ne pratiquait pas d'évasion fiscale, mais je suis certain qu'elle ne pratique pas d'évasion fiscale, elle en reverserait au maximum 21%. Et vous et moi, qui sommes dans les classes moyennes, on reverse entre 18, 19 et 20%. Regardez combien vous versez d'impôts, ça fait 18, 19 ou 20%. Et donc, en fait, il n'y a quasiment pas de progressivité de l'impôt sur le revenu entre les classes moyennes, vous et moi, et Ingrid Betancourt. Donc, en fait, l'impôt français, l'impôt sur le revenu, n'est plus progressif en France. Vous voyez, qui est-ce qui en est conscient aujourd'hui? Très peu de monde. En particulier, le Conseil constitutionnel. Lorsque le Conseil constitutionnel retoque la réforme proposée par le gouvernement Hollande en 2013 au motif que 75% de taux marginal maximal d'imposition, ce serait expropriatoire, si vous vous en souvenez, pour ceux qui avaient suivi cette affaire, puisqu'au-delà de 50%, ce serait expropriatoire, il y a une confusion majeure entre le taux marginal d'imposition et le taux effectif. Le taux marginal à 75% n'a jamais signifié un taux effectif à 75%. Le taux marginal maximal aux États-Unis était de 90%,
pendant 30 ans, pendant même 40 ans. Du milieu des années 30 jusqu'aux années 80, à l'époque où Reagan l'a fait s'effondrer. 90%. Je ne pense pas que le système fiscal américain ait été expropriatoire pendant 40 ans. Vous voyez, ça m'étonnerait beaucoup. Voilà. Et donc, la proposition que je fais, moi, c'est qu'on simplifie tout ça en passant à une fonction très simple, pour ceux qui ont des souvenirs de des maths d'autrefois, qui est une fraction rationnelle, vous verrez, vous regarderez ça sur le rapport, qui dépend uniquement de 3 paramètres, A, B et C. Le taux maximal d'imposition effectif, qui est actuellement de 21%, le revenu minimal à partir duquel vous payez votre premier euro d'impôt, c'est le deuxième paramètre. Et puis le troisième paramètre, c'est une mesure de la progressivité de l'impôt. Plus ce paramètre est élevé, plus ce sont les très hauts revenus qui payent, moins ce sont les classes moyennes. Mais plus ce sont les très hauts revenus, plus les recettes fiscales sont basses. Parce que vous savez que si vous voulez des recettes fiscales élevées, il faut faire payer les pauvres, malheureusement. Ils sont pauvres, mais ils sont très nombreux. Voilà. Et donc, moi, ma proposition, c'est qu'on remplace le maquis fiscal dans lequel nous sommes piégés aujourd'hui, qui empêche en réalité toute réforme sérieuse, et en tout cas toute discussion démocratique de notre système fiscal, par l'impôt ABC. Alors, ayant dit ça, on pourrait appliquer la même formule ABC sur l'impôt sur le capital, l'impôt sur les successions, une taxe carbone, l'impôt sur le revenu, etc. Donc, premier aspect, rétablir un minimum de justice fiscale dans notre pays. Je pense que ça faciliterait beaucoup, si vous voulez, une discussion sereine sur la question d'une taxe carbone. Deuxièmement, il faut évidemment accompagner par des subventions publiques pour les plus modestes l'augmentation des prix à la pompe. Et ça, c'était le chèque énergie de Ségolène Royal. Ce n'était pas bien compliqué en 2018 de faire ça. Vous multipliez par 2 ou par 3 le chèque énergie de Ségolène Royal. Évidemment, ça coûte de l'argent pour les publiques, mais on pourrait y revenir. Les finances publiques ne sont pas du tout... Oui, j'ai dit Ingrid, pardon, c'est Liliane, autant pour moi. Les finances publiques françaises ne sont pas du tout dans la situation catastrophique dans laquelle, je crois, notre ministre de l'économie et des finances croit qu'elles sont aujourd'hui. Et donc, on a tout à fait les moyens, en vérité, de financer un chèque énergie qui est multiplié par 2 ou 3, de manière que les ménages modestes puissent continuer de survivre, même s'ils ne peuvent pas travailler en fait sans leur voiture, parce qu'ils sont piégés, par exemple, dans la Creuse profonde. Voilà ma réponse. Ça va ? Gaël, merci pour cette réponse très riche. Vous avez évoqué les tensions sociales, les tensions fiscales. Il y a une question complémentaire de Jean-Nicolas qui nous demande: il y a beaucoup de décisions politiques à prendre et pas toutes vont être populaires. Est-ce que la démocratie est le bon modèle politique pour opérer tous ces changements? C'est une énorme question, merci de l'avoir posée. Ma réponse est oui, de manière absolument certaine. Si vous voulez qu'on connaisse l'Ukraine, il faut jeter par-dessus bord la démocratie. C'est le seul point dont je me réjouis avec ce qui se passe en Ukraine, c'est que j'espère qu'un certain nombre d'entre nous vont cesser d'être fascinés par des régimes autocratiques. Voilà, regardez ce qui se passe dans la République du Xinjiang en Chine. Vous avez 1 million de Ouïghours qui sont dans les camps de rééducation. Regardez comment est gérée aujourd'hui la pandémie en Chine. Vous avez des gens à Shanghai qui sont en lockdown depuis plusieurs semaines et qui se jettent depuis la fenêtre de leur bureau, même s'ils sont au 30e étage, parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Ça fait 30 jours qu'ils n'ont pas pris de douche et qu'ils n'ont pas de brosse à dents, parce qu'ils ont été enfermés littéralement dans leur bureau. C'est ça la Chine aujourd'hui. Donc voilà, si on veut une gestion de la transition énergétique ou écologique à la chinoise, bon, moi en tout cas, ce n'est pas du tout mon cas. Et qui plus est, si vous réfléchissez 2 minutes à la manière dont nous, en France, on a traité la question, la pandémie du Covid, regardez, interrogez, je suis sûr que vous avez autour de vous des gens qui étaient dans les services hospitaliers, qui ont affronté la première vague, mars 2020. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé par-dessus bord tous les règlements bureaucratiques qui les empêchaient de travailler. Ils ont réfléchi collectivement, mis en commun les dispositifs et les moyens, les ressources dont ils disposaient dans leur service pour accueillir les Français qui étaient en train de mourir. Et ils ont accompli honnêtement des miracles. On a eu des morts, on a évidemment beaucoup trop de morts en France, mais ça aurait pu être bien pire. Entre-temps, on a même supprimé un certain nombre de lits dans les services d'urgence, etc. C'est évidemment une analyse supplémentaire, mais ça n'enlève rien à l'héroïsme, au sens propre, à mon avis, de ce qu'ont fait nos hospitaliers à l'époque. Et comment ils l'ont fait? Mais en fait, en réalité, par la mise en commun de l'intelligence collective. Ça s'appelle la démocratie. Et si vous voulez, tout ce qui ne ressemble pas à la démocratie, c'est autre chose. Il y en a un qui décide pour les autres, et celui-ci sera forcément moins intelligent que tous les autres lorsqu'ils discutent ensemble. Alors, ce qui fait aujourd'hui, à mon avis, qu'on doute de tout ça, c'est que notre démocratie, à mon sens, est malade.
Mais là, je ne vous en parle pas en tant qu'économiste, je vous en parle en tant que citoyen, comme vous. Et étant aujourd'hui aux États-Unis, je vois bien que c'est encore pire aux États-Unis. C'est-à-dire l'espace public de la discussion aujourd'hui est très, très, très mal en point en France et il est quasiment inexistant aux États-Unis. Il est très mal en point en Italie aussi, et pour d'autres raisons. En Italie, si vous voulez, c'est la berlusconisation de l'espace public, où si vous ouvrez la télévision berlusconienne, vous n'avez que des bellâtres de plage et des pin-up en soutien-gorge qui vous parlent de ce qui s'est passé à la plage, quoi. Par exemple, j'ai fait moi-même l'an dernier, quand était-ce, en septembre 2021, je suis intervenu au journal de 20 heures sur la Rai Uno, qui est la première chaîne de télé italienne, en italien, puisque mon italien n'est pas très bon, mais enfin quand même, il se comprend, pour expliquer aux Italiens qu'ils allaient manquer d'eau, manquer d'accès à l'eau potable, confère la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc c'est à 20 heures, si vous voulez, c'est le pic d'audience italien. Bon. Et en fait, je voyais que la journaliste qui m'interrogeait ne comprenait pas ce que je disais. Donc c'était un peu comme Don't Look Up, vous savez, le film avec Leonardo DiCaprio, quoi. Il annonce quelque chose de très grave et en fait, c'est tellement hors des paramètres de ce qui est audible par ses interlocuteurs qu'ils n'entendent pas. C'est inaudible, au sens propre. Voilà. Donc ça, c'est l'Italie. Aux États-Unis, c'est évidemment, disons, des télévisions comme Fox News, dont le travail principal est de rendre impossible le débat démocratique. Et en France, regardez un tout petit peu quand même, je sais pas moi, le succès médiatique de quelqu'un comme Éric Zemmour, c'est une construction médiatique. C'est pas le fruit du hasard. Donc nos médias participent malheureusement, en partie au moins, de la déconstruction, à mon avis, de l'espace public de discussion en France. Et regardez la qualité du débat qu'on a eu pour la campagne présidentielle, c'est quand même effarant. La question écologique était quasiment inexistante de la totalité de la campagne. Et les questions sociales tout autant, les questions de genre tout autant. La question féminine n'est vraiment pas réglée en France. Enfin voilà. Vous voyez, donc à mon avis, malheureusement, on constate d'un côté que la démocratie marche mal, et on se dit, ben, finalement, si on envoyait par-dessus le bord et si on avançait un peu comme les Chinois, ça irait mieux. Mais moi, je ne crois pas du tout. Je pense que ce serait bien pire. La Chine est en très grande difficulté pour tenir ses engagements écologiques. Donc c'est à la fois, comme vous le savez, c'est vrai, le premier investisseur en infrastructure verte relativement à son PIB, c'est vrai, mais c'est aussi le premier pollueur du monde. Et les problèmes de pollution que connaissent les Chinois sont absolument colossaux. Voilà ma réponse. Donc, autrement dit, ce dont on a besoin, c'est d'un surcroît de démocratie. On a besoin d'une meilleure démocratie, et non pas de moins de démocratie. On sera plus intelligent et beaucoup plus efficace si on discute ensemble sur la manière dont on veut mener la transition énergétique que si on laisse qui que ce soit décider, même mon ami Jean-Marc Jancovici, avec toute l'amitié que j'ai pour lui. Alors, question suivante. Donc, on a beaucoup de questions. Donc, merci à tous pour votre participation. Alors, une question de Monsieur Bardi. Que pensez-vous des agences de notation financière? Jouent-elles un rôle dans le greenwashing? La réponse est oui. Les agences de notation financière, comme vous le savez, ont fait n'importe quoi avant 2007, avant la crise des subprimes, puisqu'elles ont continué à donner du triple A à des actifs subprimes qui ne valaient plus rien. Le problème fondamental, c'est le conflit d'intérêt. Ces agences de notation sont financées par les banques. Tant qu'elles seront financées par les banques, elles auront un intérêt à être complaisantes vis-à-vis des produits financiers qui sont créés par ces banques. Donc, si ces banques veulent pratiquer du greenwashing, les agences de notation sont tenues d'être complaisantes vis-à-vis du greenwashing bancaire. Voilà. La seule solution, à mon avis, c'est ce qui a été tenté plusieurs fois d'ailleurs, y compris par les Français, de créer des agences de notation sous tutelle publique, une agence de notation européenne par exemple, qui serait indépendante du financement des banques. Lorsqu'on aura ça, on pourra aller regarder attentivement ce que fait cette agence de notation et si elle dit des bêtises, de lui signaler. Merci Gaël. Question de Caroline. Au sujet des moyens pour orienter les fonds des marchés financiers, que pensez-vous de la taxonomie verte de la Commission européenne? Par ailleurs, le stress test environnemental mené par la BCE a-t-il donné des résultats qui permettent d'espérer des modifications de la régulation prudentielle pour obliger les banques à décarboner leurs fonds propres? Alors, très bonne question, merci beaucoup. La taxonomie européenne, en fait, je me réjouis du fait qu'elle existe. C'est déjà un progrès, voilà, tout simplement. Ensuite, elle est évidemment insuffisante, donc il faut rentrer par cette fenêtre et la durcir et en améliorer la qualité chaque année, au fur et à mesure que les opportunités se présenteront.
Voilà ce que je peux dire. Après, on peut entrer dans le détail de la taxonomie. C'est pas très étonnant qu'elle soit pas satisfaisante. Au contraire, on aurait été très, très heureuse surprise. Mais disons, voilà, elle a le mérite d'exister. Et c'est déjà pas mal. Alors ensuite, les stress tests climatiques de la BCE sont mauvais pour des tas de raisons. D'abord parce que les stress tests de la BCE tout court, qu'ils soient climatiques ou non, sont très mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils sont construits sur une méthodologie qui n'a rien à voir avec les tests de résistance aux matériaux que pratiquent les ingénieurs. Un test de résistance aux matériaux, comme c'est bien fait, par un ingénieur intelligent, par exemple qui vient de l'IP au hasard, il regarde par exemple si la voiture résiste à un choc, et donc il prend un prototype de voiture, il lui inflige un choc, par exemple un accident contre un mur, de basse intensité, puis il augmente l'intensité, et puis il regarde à quelle intensité la voiture est désintégrée, enfin, elle est cassée, disons. Et l'information qui l'intéresse, c'est ce niveau d'intensité à partir duquel la voiture est cassée. Et les niveaux inférieurs n'intéressent pas beaucoup. En tout cas, il sait qu'il y a des niveaux d'intensité de choc inférieurs, la voiture résiste. Donc la BCE, ce qu'elle pourrait faire, c'est ça, c'est-à-dire tester différents chocs, différents niveaux de choc, intensité de choc, et regarder à quelle intensité de choc on a, je dis n'importe quoi, un tiers des banques européennes qui sont en faillite, par exemple. Ce n'est pas du tout ce que fait la BCE. Ça, c'est ce que j'ai fait moi dans un rapport en 2015 pour le Parlement européen, qui a été enterré parce que les conclusions n'étaient pas très favorables. Je vous en parlerai si vous voulez. Ce que fait la BCE, c'est autre chose. La BCE, elle regarde un niveau de choc, et à un niveau de choc, elle vous dit voilà ce qui va se passer. Et vous voyez que vous comprenez bien que le niveau de choc que vous allez choisir va avoir une importance colossale dans la nature de vos conclusions. Donc évidemment, le niveau de choc unique qui est regardé, il est choisi d'après des critères qui dépendent fortement des conclusions. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a une négociation en amont sur quelles sont les banques dont on peut se permettre de dire qu'elles vont aller mal en cas de crise financière, ou auxquelles on voudrait donner un avertissement et un signal pour leur dire écoutez, faites quelque chose. Et puis quelles sont les autres banques dont on ne peut pas, en fait, pour des tas de raisons politiques, dire qu'elles sont sous-capitalisées et qu'elles seront en faillite si on a un choc financier. Et à ce moment-là, on calibre le niveau du choc de manière que la conclusion soit celle qu'on voulait. Vous comprenez? Et donc la dernière fois, donc j'ai pas regardé les tout derniers tests, hein, mais la dernière fois, c'était les banques italiennes qui saignaient, mais les banques françaises et allemandes étaient au-dessus du niveau de la mer, ça allait très bien, quoi. Et en fait, la question c'est, oui, mais si le niveau de la mer augmente un tout petit peu, qu'est-ce qui se passe? Et cette question n'est jamais posée. Or, alors, en plus de ça, pour être très honnête avec vous, les niveaux de choc regardés par la BCE sont très faibles. C'est des niveaux de choc du type perte de 2, 3, 4% de la valeur des actifs, alors qu'en 2008, il y a des banques qui ont perdu jusqu'à 11% de la valeur de leurs actifs. Et pourquoi est-ce que c'est des niveaux aussi faibles? Parce que la plupart de nos banques sont sous-capitalisées. Et en réalité, leurs fonds propres sont justement en gros de 3% de leur taille du bilan. Et donc, du coup, si vous faites un choc de 5%, la plupart d'entre elles sont déjà en faillite. Donc, évidemment, la BCE ne fait pas des chocs de 5%, alors que c'est tout à fait envisageable. On a eu un choc de 11% pour certaines banques en 2008. Il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas quelque chose de même amplitude si on avait une crise financière dans les années qui viennent. Alors, à ceci, vous ajoutez les méthodologies propres au stress test climatique. Et c'est là qu'interviennent en partie ce que je vous ai dit tout à l'heure, la difficulté à mesurer l'impact du dérèglement climatique. Donc, vous avez le choix de la question du choix de la fonction de dommage. Si vous prenez une fonction de dommage climatique du type Bill-Nordhaus, qui vous dit que plus 6 degrés d'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète à la fin du siècle, ça fait moins 10% du PIB, même pas mal, quoi. Vous voyez, moins 10% du PIB, c'est à peine plus que ce qu'on aurait eu à cause de la pandémie au niveau mondial. Donc, même pas mal. Donc, évidemment, vous allez conclure que tout va à peu près bien. Et je peux vous dire, j'ai eu une discussion de cet acabit avec le Trésor national de Pretoria, en Afrique du Sud, il y a quelques années, quand j'étais chef économiste de l'AFD. On était à 20 jours du Day Zero à Cape Town. Le Day Zero, c'est le jour où il n'y a plus d'eau au robinet. Et donc, vous savez bien que si vous n'avez pas d'eau au robinet, les choses se passent mal, en moyenne. Et bien, à 20 jours du Day Zero, j'ai une discussion surréaliste avec le Trésor national d'Afrique du Sud, où ils me disent nous, on a un modèle, climat macro, qui nous dit que l'impact du réchauffement climatique sur l'Afrique du Sud est négligeable. Voilà. Donc, évidemment, donc, si vous voulez, cette espèce de schizophrénie délirante est en partie celle de la BCE dans son modèle de stress test climatique, parce qu'elle utilise des fonctions de dommage qui sont très peu réalistes.
Donc ça renvoie à la problématique que je vous ai signalée tout à l'heure sur les fonctions de dommage. Et puis un dernier aspect, un dernier problème qui est que le modèle macro utilisé par la BCE est très mauvais. C'est un modèle d'équilibre dans lequel les variables fondamentales que sont par exemple la dette publique, les déficits commerciaux n'apparaissent pas. Et ça, c'est un problème global de la plupart des modèles standards, hein, des modèles néoclassiques, parce que c'est des modèles d'équilibre. Je vous donne un exemple que j'ai regardé de près. Je vous avoue que je n'ai pas fouillé en détail le modèle qu'utilise la BCE. En revanche, il y en a un que j'avais regardé de près quand j'étais à l'AFD, puisque l'AFD l'avait en partie financé. C'est le modèle qui a été utilisé par la Chine pour réaliser ce qu'on appelle son NDC, son National Determined Contribution, c'est-à-dire son chemin de décarbonation qui a été remis à Laurent Fabius pour la COP21 en 2015. Vous savez que toutes les parties des Nations Unies ont rempli une feuille de route qu'elles se sont engagées à suivre. Donc nous aussi. Alors nous ne la suivons pas, mais nous sommes engagés à le faire. Et la Chine l'a fait très sérieusement avec un modèle assez sophistiqué qui a été co-construit par l'université de Tsinghua et le MIT aux États-Unis. Donc on est tous allés à Boston discuter avec les camarades du MIT sur ce modèle. Et donc moi je leur ai dit, écoutez, il est très beau votre modèle, il est très impressionnant, très sophistiqué. Voilà. J'ai juste un petit souci, c'est que comme il est à l'équilibre, il n'y a jamais de dette publique et il n'y a jamais de chômage. Mais supposez que pour réussir vraiment à inverser la courbe des émissions de CO2 de la Chine en 2030, comme vous vous y êtes engagé, il vous faille 400% du PIB de dette publique et 80% de chômage. On sait bien que vous n'allez pas le faire. C'est politiquement infaisable. Ce qui m'embête, c'est que votre modèle ne vous le dit pas parce que c'est impossible dans votre modèle. Donc, je m'interroge sur l'utilité de votre modèle. Donc, c'était un peu espiègle comme remarque, hein, mais la remarque était vraie. Alors, le collègue américain s'est mis en colère tout de suite en disant oui, vous n'avez pas tort, mais en fait, ce serait très facile de rajouter de la dette et du chômage. On ne l'a pas fait parce qu'on ne s'arrête pas à ces détails. C'est évidemment pas vrai. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'arrivent pas à le faire. C'est très, très difficile dans un modèle d'équilibre de mettre dedans des caractéristiques de déséquilibre. En fait, vous ne pouvez pas. Et puis, le collègue chinois était un peu plus subtil. Il m'a regardé et il m'a dit est-ce que vous voulez un peu plus de thé? Avec un sourire. Voilà. Et donc, la conversation sur ce sujet-là s'est arrêtée là. Bon, mais je vous donne cet exemple-là anecdotique pour vous faire sentir que la médiocrité des modèles macro qu'on utilise aujourd'hui a un impact énorme sur la qualité de ce qu'on peut dire. Hein, donc, vous faites un stress test qui n'est pas un vrai stress test de résistance de matériaux, avec un niveau de stress unique qui a été choisi selon des critères politiques, en utilisant des fonctions de dommages climatiques qui sont relativement bidons, sur un modèle macro qui est à l'équilibre, vous n'arrivez pas à des conclusions très intéressantes. Voilà. Merci. Alors, question suivante d'Emilia. Comment pouvons-nous arrêter à financer les énergies fossiles, étant donné l'inertie et les vested interests, et commencer à mieux financer la transition? Alors, ça renvoie, si vous voulez, il y a deux sujets. Il y a un sujet de flux, il y a un sujet de stock. Le sujet de flux, et donc on va, pour bien faire comprendre, on peut prendre une métaphore, une analogie qui est le fumeur qui a un cancer des poumons. Donc il a un problème de stock, c'est qu'il a des métastases dans le poumon, dans les poumons, qui sont déjà là. Puis il a un problème de flux qui est qu'il continue de fumer. Alors, comment est-ce que, et alors de mon point de vue, il faut résoudre les deux en même temps, parce que les banques savent que les métastases qu'elles ont, c'est des actifs fossiles, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, dans le rapport sur le rapport d'Institut Rousseau, et elles savent que personne ne va vouloir les leur racheter. Pour le charbon, c'est déjà clair aujourd'hui. Plus personne n'a envie de racheter des actifs liés au charbon. L'Afrique du Sud, qui est l'un des premiers pays producteurs de charbon, est en train de faire un plan gigantesque de fermeture de la totalité de ses centrales à charbon. Bon. L'Allemagne, malheureusement, va peut-être faire la bêtise d'augmenter sa consommation de charbon pour se permettre de ne plus acheter du gaz russe, mais c'est évidemment une bêtise. Voilà. Mais donc, globalement, si vous voulez, le vent du charbon a vraiment tourné, c'est terminé dans les années qui viennent pour le charbon. Donc, une banque qui aujourd'hui a énormément d'actifs charbon, elle sait bien que personne ne va vouloir les lui racheter. Donc, elle est scotchée avec ses actifs dans son bilan, dont la valeur à moyen terme ne pourra que baisser. Et donc, ces actifs sont exactement comme les actifs subprime. Ils valent plus grand-chose. Ils sont surévalués aujourd'hui par les marchés, parce que les marchés sont aveugles, mais elle ne peut pas s'en débarrasser. Donc, comment fait-on? Donc, il y a trois grandes options.
Vous avez l'option autoritaire, non démocratique, qui est vous forcez la transition et vous provoquez la faillite de vos banques. Moi, je continue de penser que c'est une mauvaise idée parce qu'on a besoin de nos banques pour financer la transition. Deuxième option, qui est probablement celle qui sera proposée par les autorités européennes, qui est celle qu'on a mise en œuvre pour les subprimes en 2008. Vous créez une banque de défaisance, une bad bank publique, qui va racheter des actifs fossiles, des actifs pourris, si vous voulez, les métastases dans les bilans de nos banques, qui va les racheter probablement au prix fort, parce que les banques vont leur dire, vous savez, les temps sont durs, tout ça, on a besoin d'argent. Bon. Puis après tout, c'est l'argent des contribuables, on fait un peu ce qu'on veut avec. Hein. Donc, la bad bank va racheter ses actifs, elle va garder ses actifs dans son bilan, et puis c'est la bad bank qui va faire la perte. Vous voyez, elle va racheter un actif 100, et puis 2 ans plus tard, cet actif vaudra 80, puis 5 ans plus tard, il vaudra 50, etc. Et c'est la bad bank qui fera la perte, pas la banque privée. La difficulté avec cette solution, c'est que cette bad bank est une banque publique, et que donc les dettes de cette banque vont être reportées dans le bilan de la dette publique française. Et donc, à la fin, c'est le contribuable français qui va devoir payer. Donc, en fait, c'est un mécanisme pour faire payer les métastases de nos banques par les contribuables. Et je continue de penser que c'est une très mauvaise idée. Il y a quand même là une injustice sociale majeure. Et donc, il faut trouver une autre solution. Alors, heureusement, il y a une troisième solution qui est d'utiliser la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui est complètement sous-utilisée aujourd'hui. Nous avons une banque centrale que nous n'utilisons pas, ce qui est quand même un comble. Cette Banque Centrale Européenne pourrait très bien jouer le rôle de la bad bank. Donc, au lieu de créer une banque publique ad hoc, comme on l'a fait en 2008-2009, pour acheter les actifs fossiles de nos banques, on demande à la BCE d'acheter les actifs fossiles de nos banques. Comment le fait-elle? Elle le fait en créant de la monnaie. Et c'est son boulot, c'est la Banque centrale. Elle crée la monnaie qui a atterri dans le bilan de nos banques. Elle a créé des milliers de milliards pour sauver nos banques. Elle peut peut-être créer 530 milliards pour enlever les actifs fossiles de nos banques. Vous voyez, ça n'aurait rien d'extravagant. Est-ce que ça réduirait considérablement la qualité des actifs qui sont détenus au bilan de la BCE aujourd'hui? Pas vraiment, puisque tout le monde aujourd'hui sur les marchés sait très bien que la BCE est déjà une bad bank. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté des actifs de très mauvaise qualité en collatéral des prêts qu'elle a accordés à nos banques privées. Si vous voulez, je peux rentrer dans le détail technique, mais pour ceux qui voient de quoi je parle, c'est assez clair. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Et donc la BCE peut créer de la monnaie, 530 milliards, acheter ses actifs. Et à mon avis, il faut qu'elle les achète avec une petite décote, quand même, pour faire comprendre aux banques que la récréation est terminée. Et elle ne les achète évidemment que conditionnellement au fait que les dites banques cessent complètement de financer des projets d'énergie fossile. Si vous connaissez les 2 derniers rapports d'Oxfam, ils montrent que pour 10 € de financement de projets énergétiques en France, par les banques françaises, on a 7 € qui vont vers des projets d'énergie fossile. Donc c'est de nouveau 7 € de trop. Il faut arrêter complètement. Et donc, d'une certaine manière, je pense que, en réalité, les autorités européennes et les puissances publiques de chacun de nos pays de la zone euro devraient avoir une discussion franche et comme on dit au rugby, franche et virile, voilà, avec nos banques, en leur disant, écoutez, vous avez le choix, hein, soit vous allez vers la faillite, tôt ou tard, vous le savez, soit on trouve une solution maintenant. La solution qu'on vous propose, c'est vous arrêtez définitivement de financer du vert. Comment est-ce qu'on va décider si c'est du vert? On va utiliser la taxonomie de la Commission européenne, pour l'instant, faute de mieux. Ou bien on va nommer Alain Grandjean commissaire à la véritable planification écologique, et c'est Alain qui va nous aider à déterminer ce qui est vert et ce qui n'est pas vert. Il fera ça très bien, avec tous les shifters du réseau du Shift Project en France. Et puis, en échange de ça, on va vous racheter vos actifs fossiles, moyennant une décote. La vie sera un peu dure pour vous, mais voilà, il faut quand même que vous assumiez vos responsabilités. Et c'est la BCE qui va faire la perte. Alors, la BCE, dans ce scénario-là, in fine, perd 530 milliards, puisque à la fin des fins, ces actifs ne vaudront plus rien. Tout ça, en tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. Le jour où charbon, pétrole et gaz deviennent des actifs échoués complètement, la valeur financière de ces actifs vaudra 0. Donc la BCE les aura rachetés un petit peu moins de 530 milliards, et elle perdra 530 milliards. Est-ce que c'est la fin des haricots? La réponse est non, contrairement à ce qui a été dit avec des cris d'orfraie par un certain nombre de mes collègues économistes l'an dernier. La BCE peut perdre la totalité de ses fonds propres sans cesser d'opérer comme banque centrale. Ça a été redit par la Banque des règlements nationaux, la BRI, ou la Bank of International Settlements, en anglais, la BIS, qui est la banque centrale des banques centrales. Donc, qui sait quand même un petit peu ce que c'est qu'une banque centrale, qui est située à Bâle,
dans cette très jolie petite ville de Suisse, à Demanic, qui a publié un rapport pour rappeler à tout le monde, vous savez, une banque centrale n'a pas besoin de fonds propres pour opérer. Parce que c'est une banque centrale. Donc elle crée la monnaie ex nihilo, à partir de rien. Et les fonds propres de la BCE aujourd'hui sont inférieurs à 80 milliards d'euros. 80 milliards d'euros, comparé au PIB de la zone euro, c'est rien du tout. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas les 80 malheureux petits milliards de fonds propres de la BCE qui sont là uniquement à titre symbolique, qui garantissent la fiabilité de l'euro ou la fiabilité de la zone euro. Donc la BCE peut parfaitement faire une perte de 530 milliards et continuer d'opérer. Est-ce que ça va décrédibiliser l'euro? Ce qui est souvent ce qu'on me répond. La réponse est non, au contraire. Une fois que vous avez nettoyé les bilans de vos banques peuvent financer la transition parce qu'elles savent qu'elles ne sont plus en train de scier la branche sur laquelle elles sont assises. Et donc, vous lancez un grand plan de transition. Au niveau européen, vous faites un vrai Green New Deal au niveau européen, avec toutes les banques qui sont derrière vous. Et donc, les investisseurs internationaux, je peux vous dire qu'ils ont envie d'investir dans l'euro. Donc, au lieu de croire que ce serait l'armageddon financier, que Gaël Giraud est un incompétent qui ne connaît rien aux banques centrales, il faut comprendre que les banques centrales peuvent très bien le faire, et qu'en réalité, ce serait une très bonne opération économique, macroéconomique et politique pour la zone euro. Merci Gaël. Gaël Giraud, le temps file. Je vous propose donc une dernière question. Oui. Que pensez-vous des agences de notation extra-financières? Jouent-elles un rôle dans le greenwashing? On a déjà Alors, répondu, François. J'ai répondu pour les financières. Peut-être que j'ai mal répondu. Je n'ai pas répondu pour les extra-financières. Pour les extra-financières, c'est bien qu'elles existent, mais honnêtement, la grande difficulté que j'ai par rapport à elles, c'est tant que ça reste des documents extra-financiers, précisément, ça ne touche pas au cœur du business. Et donc, le véritable enjeu, de mon point de vue, c'est de faire rentrer dans les documents financiers la contrainte écologique et sociale. Autrement dit, à côté de la dette financière, d'ajouter une dette écologique et sociale. Alors évidemment, il faut trouver des moyens de la mesurer. Vous avez une proposition qui a été faite par la Banque mondiale il y a quelques années pour mesurer la dette écologique. Vous avez des propositions qui sont faites par des comptables français à Dauphine, Richard et Xavier Rambaud, qui sont très intéressantes, qui n'ont pas complètement atterri, mais qui vont certainement atterrir dans les mois ou les années qui viennent, et qui sont très intéressantes. L'idée est très simple, hein, c'est à partir du moment où une entreprise opère et où elle détruit un écosystème naturel, de quelque manière que ce soit, eh bien, en fait, elle accumule une dette vis-à-vis de la société qui est le coût de restauration de cet écosystème. Il n'y a aucune raison que ce soit vous et moi qui payons le coût de restauration de la forêt indonésienne si elle est abîmée par les opérations de Danone en Indonésie. Vous voyez ? Et donc, c'est à Danone d'assumer. La question, c'est de faire rentrer dans les documents financiers de l'entreprise le coût des restaurations de l'écosystème qu'elle est en train de détruire. Donc, vous ne lui dites pas, vous n'avez pas le droit d'opérer. Vous lui dites, si vous voulez opérer, mais il faut payer l'externalité négative que vous exercez sur le reste du monde en détruisant tel ou tel écosystème. Par exemple, en vidant les nappes phréatiques en Indonésie, ou en détruisant la biodiversité, ou en polluant telle rivière, etc. Après, évidemment, si vous êtes un tout petit peu rigoureux, que vous avez fait un tout petit peu de thermodynamique, vous savez bien que restaurer l'état initial est impossible, parce que l'entropie continue d'augmenter quoi que vous fassiez. Mais disons, localement, ça a quand même un sens. Hein, on n'est pas en train de regarder l'entropie de l'univers. Donc, localement, ça a quand même un sens, et il faut se mettre d'accord sur ce que signifie restaurer un écosystème naturel. Si vous détruisez une forêt primaire, on ne pourra jamais la restaurer. Elle est irremplaçable, mais voilà, vous voyez, donc il faut discuter, il y a des conventions à adopter. Donc, je ne dis pas que c'est simple, mais je pense que c'est un principe très fécond et qu'il faut qu'on arrive à réformer notre comptabilité de manière à inclure ça. Donc, du coup, dans ce cas-là, il n'y aura plus des agences de notation extra-financière d'un côté et des agences de notation financière de l'autre. Ce seront les mêmes qui vont donner une notation financière sur des documents financiers qui incluront à la fois une dette financière, une dette écologique et une dette sociale. La dette sociale, c'est quoi? C'est vis-à-vis de ce qu'on appelle, à tort à mon avis, le capital humain, et donc la qualité humaine des relations sociales que vous faites vivre à vos employés dans votre entreprise. Voilà. D'accord, ben, merci beaucoup. Avant de conclure, donc on a une petite précision de Bernard qui nous dit que les centrales nucléaires peuvent être donc refroidies par l'eau de mer. C'est déjà le cas aujourd'hui apparemment. Donc Bonne merci nouvelle. Bernard pour la précision.
Donc, il va être temps de clôturer cet événement pour que chacun aille dîner. Donc, je voulais vous remercier à tous pour votre participation. Merci beaucoup à Gaël Giraud pour son temps et ses échanges très, très intéressants. Merci à François Naudin aussi pour l'organisation côté NSAE. Et pour ceux que ça intéresse, donc, il y aura d'autres événements organisés par l'NSAE. Je vous renvoie sur le site nsae.org. Et voilà, merci encore à tous et très bonne soirée. Merci à vous. Merci pour tout et si on peut avoir une copie de ce qui est dans le chat, ce serait formidable. C'est noté. Bonsoir à tout le monde et salut Gaël, ça a été un plaisir de t'écouter. Ah, bon appétit. Bon appétit.